Des transports blindés traversent un paysage désolé et oublié. À l'intérieur, un groupe de civils bien habillés roule dans un silence tendu. La voix d'un garde se fait entendre, énonçant les règles pour leur arrivée. Ils sont avertis d'être prudents et de ne pas provoquer les prisonniers. Une jeune femme joyeuse nommée Lala décide de briser la glace. Elle se présente à Dante Cagne, un homme à l'expression stoïque. Il s'avère qu'ils sont tous les deux professeurs de sciences, une étrange coïncidence. D'autres se joignent à eux, dont un professeur d'éthique dont le cours est obligatoire. Figurez-vous. La tension se relâche enfin alors que les enseignants apprennent à se connaître. Mais le visage d'un homme reste sombre, se demandant comment ils ont tous fini ici. Leur destination est révélée, Fogland, la plus grande prison du monde, également connue comme l'enfer. Lala essaie d'en rire, se demandant ce qui pourrait mal tourner dans une prison, mais le professeur au visage sombre reste méfiant, demandant s'ils connaissent l'origine de la prison. Il raconte l'histoire d'une énorme météorite qui s'est écrasée ici il y a 50 ans. Et seulement 5 ans après cet événement cataclysmique, quelque chose a changé. Les puissances mondiales se sont unies pour construire une prison massive directement au-dessus du cratère d'impact. Les autres s'enthousiasment, se souvenant des légendes urbaines en ligne sur les extraterrestres et les formes de vie étranges. Le professeur sombre ajoute qu'un érudit a affirmé que Fogland avait ouvert les portes de l'enfer. Un autre homme sourit, suggérant que leurs nouveaux élèves pourraient en fait être des monstres. La théorie absurde suffit à faire sourire même le stoïque Dante Cagne. Un enseignant se moque de l'idée, se demandant si les éducateurs croient vraiment à de telles absurdités. Mais Dante Cagne reste ferme, croyant que tout le monde a le droit d'apprendre. Son collègue insiste, lui rappelant que ce sont les pires criminels du monde. Pour Dante, ce ne sont pas des monstres, juste des gens qui manquent d'une éducation appropriée. Les autres enseignants ne peuvent que soupirer en pensant à quel point notre garçon semble naïf. Soudain, la voix d'un garde se fait entendre. Ils ne sont qu'à 5 minutes de Fogland. La joyeuse Lala est maintenant figée de terreur alors que la réalité s'effondre. La première porte s'ouvre en gémissant, et les visages des enseignants sont peints d'effroi. Même la résolution stoïque de Dante commence à se fissurer à l'approche de leur destination. Voici Fogland, la prison la plus grande et la plus tristement célèbre de toute la planète. Dante se ressaisit, se souvenant pourquoi il est venu, pour enseigner aux prisonniers. Une bannière étonnamment joyeuse les accueille sur leur nouveau lieu de travail. Des ordres stricts sont donnés. Pas de photos, et tous les objets personnels seront confisqués. Ils commencent à comprendre le nom de la prison alors que le brouillard obscurcit leur vue. La visibilité est presque nulle, les structures de la prison se perdant dans la brume. Ils comprennent enfin pourquoi on l'appelle Fogland, alors qu'une voix confirme qu'ils se dirigent vers la porte 2. Un garde lourdement armé transmet les prochaines étapes pour leur sécurité. Ils essaient de se convaincre que ce n'est qu'une tactique d'intimidation. Bien sûr. Escortés par des gardes, ils marchent plus profondément dans la prison, salués par le personnel. Un seul pas résolu est franchi, franchissant le seuil de l'inconnu. Dante essaie de se convaincre qu'il n'y a rien à craindre. Il se dit que c'est juste un autre endroit où les gens vivent, mais leur salle de classe est une boîte blanche stérile vue derrière une épaisse fenêtre. Dante s'assoit à son poste, complètement déconcerté par cette étrange configuration. Un autre enseignant réalise qu'il s'agit d'une salle de classe d'isolement, la qualifiant d'excessive. Il tape sur la vitre renforcée, se demandant comment ils sont censés enseigner. L'apparition soudaine d'un garde à une porte lourde le surprend. L'annonce est faite. Les prisonniers vont entrer maintenant. Un dernier ordre glaçant est donné. Ne quittez votre siège sous aucun prétexte. Dante déglutit difficilement, le poids de la situation se faisant enfin sentir. La lourde porte en acier grince, ses verrous se désengageant avec un dernier bruit sourd. Elle s'ouvre vers l'intérieur, révélant la salle de classe blanche et stérile au-delà. Et puis les étudiants sont conduits à l'intérieur, une procession de cauchemars enchaînés. La résolution idéaliste de Dante se brise en un instant. Un prisonnier aux yeux brillants et aux traits déformés se presse contre la vitre. Un autre suit, son regard brûlant d'une intensité troublante. Une bête d'homme massif sourit, reconnaissant ce qu'il voit de l'autre côté. Il se demande s'ils sont même humains alors qu'un garde le force à s'asseoir. L'esprit de Dante s'emballe, essayant de traiter la vision impossible devant lui. Il se demande comment on est censé enseigner, quelles que soient ces choses. Les mots du professeur sombre résonnent maintenant avec une clarté terrifiante dans l'esprit de Dante. Il essaie de se secouer, se disant désespérément que tout cela n'a aucun sens. Sa propre croyance naïve lui revient en mémoire. Après tout, les gens vivent ici. Suivi de son affirmation la plus idéaliste selon laquelle il manquait juste d'éducation. Mais Dante reprend ses esprits, ajuste sa cravate et se présente à la classe. Il décide de commencer par un brise-glace professionnel parce que, bien sûr, il le fait. Il demande à ses nouveaux élèves pourquoi la science est soi-disant la matière la plus populaire. Dante fait même une blague sur leur désir de construire une fusée pour s'échapper. Sa tentative d'humour est accueillie par un silence glaçant et maladroit jusqu'à ce qu'une des créatures éclate d'un rire maniaque horrible. La créature trouve l'atmosphère étouffante amusante, son rire résonnant dans la pièce. Imperturbable, Dante change de cap et décide de commencer par un sujet plus simple et plus engageant. Il présente sa première leçon, se rapprochant de la nature en brandissant une plante étrange.
Il ordonne aux prisonniers de regarder les objets maintenant posés sur leur bureau. Chacun a reçu un verre d'eau avec une seule patate douce à l'intérieur. Son grand projet est de leur apprendre à cultiver une plante, une leçon pour les enfants. Il croit que ces criminels endurcis n'ont jamais eu la chance d'apprendre des choses aussi simples. Bien que cela puisse paraître insignifiant, il espère que le fait de la voir grandir suscitera quelque chose en eux. En nourrissant une petite plante, il pourrait enfin apprendre la valeur de la vie elle-même. Il les regarde dans les yeux, reconnaissant leur passé, mais exigeant qu'ils apprennent aujourd'hui. Il les compare à la patate douce, un symbole de potentiel infini. Avec un sourire plein d'espoir, Dante annonce leur tout premier projet de groupe, mais sa métaphore se heurte à un moment de silence stupéfait et confus. Un prisonnier entre dans une violente colère, prenant la comparaison comme une grave insulte. Dante essaie frénétiquement de s'expliquer, son discours éloquent s'effondrant. Le prisonnier répond eh bien, en mangeant le plan de la leçon. Notre garçon ne peut que regarder, complètement muet face à ce revirement de situation. Bientôt, toute la classe se joint à lui, dévorant joyeusement ses projets scientifiques. Il panique, criant qu'ils étaient censés les faire pousser, pas les manger. Vaincu, Dante s'effondre en se demandant à quel genre d'élève il a affaire. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, une voix se fait entendre de l'autre côté. Le prisonnier masqué le coupe en lui demandant comment faire du brouillard. Dante est complètement perdu, répétant l'étrange requête. Il essaie de faire le lien entre leurs questions et le célèbre brouillard de la prison. Mais le prisonnier ne s'intéresse pas à une leçon de météorologie, se moquant du scientifique. Notre garçon le corrige, pensant toujours que tout cela n'est qu'une sombre blague sur l'évasion. Son malentendu est accueilli par un coup de poing fracassant la vitre renforcée. Une étrange énergie bleue crépite autour du point d'impact. Les yeux du prisonnier masqué brillent de la même puissance, la barrière cédant presque. Et sur ce, le dernier brin de contenance de Dante se brise en un cri de terreur. La voix du prisonnier masqué est froide, demandant si Dante pense que c'est un jeu. Dante hurle dans ses communications, signalant frénétiquement l'impossible violation. Il n'arrive pas à y croire, se demandant comment la vitre renforcée a pu se briser. Avant qu'il ne puisse comprendre, la porte de la salle des professeurs s'ouvre en fracas. Une voix dans les communications déclare un code Oméga alors que des gardes font irruption. Une escouade tactique entière envahit la salle d'observation, armes levées. Leur commandant regarde directement Dante, lui donnant un seul ordre sec de se baisser. La prochaine commande est d'une simplicité effrayante, éliminer chaque prisonnier. Sans hésitation, les gardes ouvrent le feu à travers la vitre, déchirant la salle de classe. Une pluie de balles éclate, transformant la leçon sur la vie en une leçon sur la mort. Dante hurle, se tenant la tête alors que le monde sombre dans un chaos violent. La vitre renforcée n'offre aucune protection, se brisant sous une pluie de balles. Il se jette contre la porte, essayant désespérément d'arrêter le massacre. La voix du commandant est d'un calme effrayant, lui ordonnant d'attendre la fin des exécutions. Dante n'arrive pas à y croire, se demandant comment ils peuvent simplement tuer tous ces gens. Un garde exécute l'ordre à bout portant alors que le commandant justifie la brutalité. Mais un prisonnier, le numéro 0901, se contente de sourire en saisissant le canon du fusil. Notre garçon ne peut que regarder avec une terreur abjecte, son idéalisme enfin mort et enterré. Le prisonnier riposte avec une force choquante, mettant fin aux gardes dans une giclée de rouge. Et à travers les communications, une voix calme traverse le carnage, prête à se présenter. La voix se présente comme le directeur de cet endroit infernal. Il informe calmement Dante que ces monstres sont ses nouveaux voisins. Dante ne peut que halter, son esprit complètement brisé par la révélation. Au milieu du carnage, le prisonnier masqué est assis calmement à son bureau. Notre garçon est complètement dépassé, la réalité de Fogland s'effondrant. Il tient la patate douce, une vision bizarrement paisible dans une pièce de la mort. Vaincu, Dante s'affaisse sur le sol, le combat complètement disparu de lui. Un seul œil brillant regarde derrière le masque du prisonnier 0182. La scène se déplace dans une pièce sombre en béton avec un seul ventilateur tourbillonnant, et sur le sol gît Dante, sa première journée se terminant par un effondrement total. Mais il n'est pas seul. Une silhouette en combinaison orange s'accroupit dans l'ombre. Dante se réveille lentement, les horreurs de son premier jour encore fraîches dans son esprit. Ses yeux s'habituent à l'obscurité, se concentrant sur son nouveau colocataire indésirable. Il se redresse, réalisant qu'il partage une cellule avec l'un des monstres à qui il était censé enseigner. C'est le prisonnier masqué, son seul œil brillant fixé sur le professeur terrifié. L'esprit de Dante tourne, luttant pour comprendre cet impossible revirement de situation. Il finit par rassembler le courage de demander à la silhouette silencieuse qui il est, mais les mots restent coincés dans sa gorge, sortant comme un bégaiement paniqué. Bienvenue chez toi, Dante. J'espère que la salle de bain ouverte ne vous dérange pas. La lourde porte en acier confirme la vérité. Il n'est plus seulement un professeur ici. Dante demande frénétiquement où il se trouve, et son compagnon de cellule répond calmement, chez moi. Stupéfait par la réponse bizarre, la confusion de Dante se transforme en un besoin désespéré de réponse. Il regarde le prisonnier 0182, la réalité de sa situation s'abattant sur lui. Son esprit remonte en arrière, essayant de donner un sens au chaos qui l'a conduit ici.
Il se souvient de l'ordre final fatal des gardes d'ouvrir le feu sur les détenus, mais le plan s'est retourné de façon spectaculaire contre eux, car les gardes ont été rapidement maîtrisés. La salle de classe est devenue une scène de dévastation totale lorsque les détenus ont inversé la situation. Submergé par l'horreur, le dernier souvenir de Dante est de s'être effondré dans l'obscurité. De retour dans la cellule crasseuse, son mystérieux colocataire se déplace avec un calme troublant. Le professeur a demandé aux prisonniers s'ils étaient vraiment à l'intérieur d'une prison. Dante confronte son compagnon de cellule, exigeant de savoir s'il est responsable de cela. La possibilité horrible se fait jour en lui. Ce prisonnier l'a amené ici. Mais la créature se concentre sur une seule chose, la patate douce de la classe. L'expression de notre garçon en dit long. Il est complètement et totalement perdu. La demande de l'homme masqué est d'une simplicité choquante. Apprends-lui comment la cultiver. Dante reste sans voix tandis que le monstre implore une leçon de jardinage. Il se souvient de ses propres mots, croyant que leur méchanceté n'était qu'ignorance, mais il comprend maintenant que sa logique reposait sur une base fragile. Toute sa philosophie s'effondre, incapable de comprendre un tel niveau d'absurdité. Et ainsi, Dante craque finalement, furieux d'avoir été jeté en enfer pour un légume racine. Son esprit finit par craquer, admettant que le professeur d'éthique avait raison depuis le début. Il est convaincu que ces choses tuent sans raison et qu'il est le prochain sur la liste. Son regard paniqué se pose sur son compagnon de cellule, remarquant quelque chose de caché dans sa main. Son esprit passe en revue les pires possibilités, une arme à feu, un couteau, n'importe quel type d'arme. Alimenté par la terreur pure, Dante décide qu'il doit agir. N'ayant plus rien à perdre, il se jette sur le prisonnier masqué. Le prisonnier recule, révélant l'arme qu'il cachait. Dante attrape son poignet, l'immobilisant avec une force surprenante. Il parvient à le maîtriser, pensant que celui-ci ne ressemble en rien au monstre de la classe. Il se dit de rester calme, croyant qu'il peut réellement gérer ce prisonnier. Son esprit est fixé sur un seul objectif, prendre l'arme dans la main droite du prisonnier. Mais alors qu'il tord le membre, quelque chose cède avec un déchirement contre nature. Le sang de Dante se glace alors qu'il réalise que tout le bras vient de se détacher. Le membre détaché se rattache calmement à son propriétaire. Ok. Clairement pas humain. Le prisonnier s'excuse pour la violence, mais non sans un soupçon de reproche. Il souligne que la propre stupidité de Dante l'a fait kidnapper dans une prison. Il n'a pas tort. Et après tout ça, la créature veut toujours juste savoir comment cultiver une patate douce. Mais Dante en a assez, refusant catégoriquement d'enseigner à quelqu'un d'aussi stupide. Il dit au prisonnier de trouver un autre repas, déclarant qu'il quitte cette cellule. Notre garçon se tient maintenant à la porte, essayant de comprendre l'emploi du temps de la prison. Bonne chance avec ça. Dante regarde à travers la fente, convaincu que la sécurité le recherche. Mais ce qu'il voit de l'autre côté le laisse complètement stupéfait. Il n'y a rien d'autre que le brouillard impénétrable caractéristique de la prison. Il secoue la porte en criant à l'aide, mais ses cris sont avalés par le silence. Et puis, avec un lourd gémissement, la porte s'ouvre simplement d'elle-même. Dante regarde avec incrédulité se demandant si c'est une sorte de piège. Il sort prudemment se demandant pourquoi une cellule en enfer serait déverrouillée. Il se retrouve sur une passerelle désolée entourée d'un labyrinthe de béton et de brume. L'échelle absolument impossible de sa nouvelle maison commence à lui apparaître. Ce n'est pas qu'une prison. C'est une ville tentaculaire et sans fin de désespoir. Son esprit craque finalement, criant que cela ne peut pas être une prison. Il se tourne vers son compagnon de cellule, exigeant de savoir où il a été emmené, mais ses questions frénétiques sont interrompues par une main qui se referme sur sa bouche. Le prisonnier masqué apparaît derrière lui, visiblement fatigué de tous les cris. Son conseil est d'une simplicité glaçante. Tu ne peux pas partir, alors ferme-la et vis. Mais Dante regarde le bidonville sans fin, se demandant comment quiconque pourrait survivre ici. Il attrape le prisonnier, insistant sur le fait qu'il est un citoyen respectueux des lois, pas un monstre. Il déclare qu'il est différent des déchets de la société. Son complexe de supériorité est toujours intact, je vois. Alors qu'il parle, une vision d'une bête massive apparaît derrière son compagnon de cellule. Mais le prisonnier masqué a l'air juste confus, presque blessé par les mots de Dante. La silhouette massive se tend, sa poitrine massive se soulevant d'une rage silencieuse. Son étrange visage cagoulé regarde vers le bas, les yeux brillants d'une menace froide. Dante tente frénétiquement de clarifier que son insulte n'était pas pour son compagnon de cellule, mais le prisonnier masqué se met devant lui demandant agressivement ce qui le regarde. La bête massive finit par fléchir un bras de la taille du torse entier de Dante. Un point vole dans les airs, se connectant avec un impact sanglant écœurant, et notre garçon est envoyé s'écraser au sol, meurtri et brisé. Tant pis pour ce complexe de supériorité. Le prisonnier masqué s'assoit calmement au-dessus du corps de Dante, l'ayant averti de se taire. Il se lamente alors que ses propres vêtements ont disparu, une plainte vraiment bizarre. Dante finit par revenir à lui, criant à son compagnon de cellule pour s'être battu avec un monstre. Dante crie que le monstre qu'il a attaqué a perdu un bras entier. Son compagnon de cellule regarde vers le bas, demandant si peut-être il a été un peu trop dur. Sans un autre mot, le prisonnier commence à déboutonner sa combinaison orange. L'esprit de Dante saute à la pire conclusion,
et il commence à crier des excuses. Il jette la combinaison sur le sol, ignorant les cris frénétiques de Dante. Notre garçon ne peut que regarder dans une confusion totale le prisonnier s'allonger. Le prisonnier révèle un physique ciselé et 2 bras, ordonnant à Dante de porter la combinaison. L'esprit de Dante a du mal à comprendre ce qu'il voit. Il fixe le spectacle impossible se demandant si c'est une sorte de mauvaise blague. Réalisant qu'il devrait probablement être plus prudent, Dante se précipite dans la combinaison orange. Il hésite, craignant qu'une équipe de sauvetage ne le reconnaisse pas en tenue de prisonnier. Mais son compagnon de cellule brise cet espoir, l'informant que personne ne vient. La seule règle ici est de ne pas se faire remarquer, une leçon sombre pour notre professeur. Son compagnon de cellule tire ensuite un uniforme marron en lambeaux d'un tas d'ordures. Maintenant vêtu de haillons et d'un sac, il annonce qu'il est temps de manger. Dîner et spectacle, je suppose. Dante est loin d'être impressionné par les choix de mode de son compagnon de cellule. Soudain, une pensée le frappe, ses yeux s'écarquillant dans un éclair d'espoir. Il réalise que l'heure des repas signifie que les gardes viendront, une chance d'expliquer tout. Mais à l'extérieur, un étrange écho mélodique résonne à travers la ville pénitentiaire désolée. Le son semble emplir les rues vides, une mélodie bizarre et inquiétante. Ailleurs, un prisonnier massif essaie avec joie le costume volé de Dante. Son complice à capuche regrette de ne pas avoir volé les lunettes cool du professeur aussi. Il identifie l'étrange mélodie avec un seul mot, miel. Soudain, une nouvelle silhouette apparaît, demandant où l'homme à capuche a eu sa tenue. Le prisonnier voleur de costume pousse un cri de terreur absolue. Il se prosterne sur le sol en appelant le nouveau venu chef. L'homme à capuche rapporte qu'un nouveau nerd à lunettes vient d'arriver sur leur territoire. Le chef semble intrigué confirmant l'emplacement du nouveau venu. Il explique fièrement qu'il a pris les vêtements chics directement sur le nouvel arrivant. Sa récompense est une lame enfoncée directement dans son crâne le laissant complètement confus. La lame plonge profondément, une fin brutale pour un simple crime de mode. Le chef se tient au-dessus des corps, son message délivré avec une finalité absolue. Éclaboussé de leur sang, il annonce calmement qu'il a enfin trouvé sa cible. Un sourire glaçant se répand sur son visage alors qu'il tient son arme imbibée de sang. Et avec un seul mot, il révèle qu'il sait exactement qui est Dante. Pendant ce temps, les prisonniers se rassemblent dans une jungle de béton pour leur repas quotidien. D'étranges silhouettes camouflées regardent depuis l'ombre, leur forme à peine humaine. Leurs yeux brûlent de la faim de bêtes affamées observant chaque mouvement. Dante ne peut que regarder avec horreur, se demandant parmi quelles créatures il se trouve. Il suit son compagnon de cellule à travers la foule, se demandant s'ils sont même humains. Un corbeau avec un seul œil brillant veille sur ce monde oublié. Il se perche au sommet d'un sombre monument à la vraie nature de Fogland. Des taches de sang et des corps sur des pointes bordent les allées. Ce n'était pas une prison. C'était une jungle où seuls les forts survivent. Une ville tentaculaire sans foi ni loi construite sur le désespoir et enveloppée de brume. Dante se tourne vers son compagnon de cellule, sa voix tremblant d'incrédulité. Il souligne le chaos, la liberté, l'absence totale de garde. Il fait ensuite un geste vers les corps, espérant que ce ne sont que des décorations festives. Notre garçon attrape son guide, se demandant comment une installation de l'ONU a pu devenir cet enfer, mais le prisonnier masqué lui dit simplement de baisser la voix avant qu'il ne les fasse tuer. L'esprit de Dante s'emballe, remettant en question son propre jugement pour avoir écouté cette créature. Il se souvient des yeux brillants de la salle de classe, réalisant que son compagnon de cellule est l'un d'eux. Une main sur son épaule confirme ses craintes. Dans cet endroit, il ne peut faire confiance à personne. Ils arrivent à la salle à manger, une structure délabrée qui ressemble plus à une cantine de zone de guerre. À l'intérieur, la scène est étonnamment ordonnée, une mer de combinaisons orange à l'heure des repas. Les détenus sont assis à leur table, une routine tendue et silencieuse se déroule. Dante est déconcerté. Pour un paysage infernal sans foi ni loi, cela semble presque civilisé. Il suit la file d'attente en réalisant que s'il y a de la nourriture, il doit y avoir quelqu'un en charge. Et à ce moment, une lueur d'espoir s'allume dans ses yeux. Il le voit, un uniforme de garde, preuve que l'autorité existe toujours dans cet asile de fous. Un homme en uniforme de garde, son visage caché dans l'ombre, un phare d'ordre dans ce monde chaotique. Les yeux de Dante s'écarquillent de soulagement, convaincu que son salut est enfin à portée de main. Il se dit de rester calme, d'agir de manière civilisée et de prouver qu'il n'a pas sa place ici. Alors que son compagnon de cellule se concentre sur l'obtention de jambons supplémentaires, Dante prépare son grand discours. Priorité, je suppose. La créature est saluée, et c'est maintenant au tour de Dante de faire face à son potentiel sauveteur. Il s'avance, sa voix tremblant alors qu'il demande à l'homme s'il est un garde. L'expression stoïque de l'homme le confirme, une affirmation silencieuse de son autorité. Dante se présente immédiatement, expliquant désespérément qu'il est un enseignant nommé Kang Dante. Il pointe du doigt son compagnon de cellule, l'accusant d'être celui qui l'a kidnappé pendant l'émeute. Il exhorte le garde à appeler à l'aide, certain que tout le monde recherche le professeur disparu. Mais la seule réponse de l'officier est un enfilet de bave de ses lèvres. L'espoir de Dante se transforme instantanément en une froide horreur naissante parce que l'homme en uniforme a les yeux morts et vides d'un fou complet. Avant même que Dante puisse traiter cela, le garde lève sa louche de service.
Son grand plaidoyer pour le sauvetage est répondu par une claque dans un ordre de passer à autre chose. On lui tend un plateau de quelque chose qui pourrait généreusement être appelé nourriture. Vaincu, il s'assoit avec son compagnon de cellule qui creuse joyeusement complètement impassible. L'esprit de Dante s'emballe, essayant de donner un sens au regard déséquilibré de l'homme. Mais il a vu l'uniforme, l'insigne. Il devait être un vrai garde. N'est-ce pas? Pourtant, alors qu'il scrute la pièce, il se rend compte qu'il n'y a pas d'autres officiers en vue. Une froide terreur envahit Dante alors qu'il se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas. La vérité le frappe avec la force d'un coup physique. Il est complètement foutu. Il voit son avenir s'étendre devant lui, une éternité piégée dans cet enfer, et il se souvient de la sombre mise en garde de son compagnon de cellule selon laquelle personne ne viendrait jamais le chercher. Avec une lueur de désespoir, il se tourne vers le prisonnier masqué, l'appelant étudiant. Un sourire maniaque se répand sur son visage alors qu'il évoque la seule chose que cette créature veut, les patates douces. Toutes les autres options étant épuisées, Dante se tourne vers son dernier recours. Il propose d'enseigner au prisonnier tout ce qu'il sait sur la culture de la plante. Mais en échange, la créature doit l'aider à échapper à ce cauchemar. Notre garçon croit avoir trouvé son billet de sortie, prévoyant d'exploiter ce qu'il considère comme la simplicité d'esprit du prisonnier. Dante affiche son sourire le plus charmant, prêt à conclure l'affaire avec son nouvel étudiant. Mais la réponse de son compagnon de cellule coupe court à l'acte, se demandant si Dante le prend pour un idiot. Dante recule, essayant frénétiquement d'expliquer sa logique parfaite et infaillible. Ça ne se passe pas bien. Le prisonnier écoute en silence, son expression illisible derrière le masque. Et il lui propose l'unique chemin vers la liberté, devenir le chef suprême de Fogland. Dante ne peut que répéter ce titre absurde, essayant de comprendre ce qu'il signifie. Son camarade de cellule rejette immédiatement l'idée, ajoutant qu'un type comme Dante ne tiendrait pas une journée. Mais une horrible prise de conscience frappe Dante. C'est le seul moyen de contacter l'extérieur. Le prisonnier lève un morceau de nourriture, lui lançant un ultimatum sinistre, monter ou tomber. Dante exige une réponse claire, mais son camarade de cellule lui dit simplement de se taire. Dante finit par accepter que son camarade de cellule n'a aucune intention de l'aider. Avec une bouffée de colère, il claque sa main sur la table et se lève. Il déclare que si son camarade de cellule ne l'aide pas, il trouvera son propre chemin. Il essaie même de jouer la carte de l'importance de sa famille. Joli coup, coton. Mais alors qu'il s'éloigne, une voix désespérée réclame soudainement un professeur. Il se retourne, choqué, quand la voix l'appelle par son nom complet, Monsieur Cagne. À l'entrée du réfectoire, une foule de prisonniers s'est rassemblée. Une vague de soulagement l'envahit. Il est convaincu que l'équipe de secours est là. Mais son camarade de cellule se contente de regarder les autres prisonniers interpeller les nouveaux arrivants. Fou de joie, Dante court vers l'entrée en criant à ses sauveurs de le trouver. Il crie son nom et sa profession, un appel désespéré aux silhouettes dans l'encadrement de la porte. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'il crie, certain que son épreuve est enfin terminée. Mais la foule s'écarte, révélant que les nouveaux arrivants ne sont que d'autres prisonniers, et son espoir s'évanouit lorsqu'il se retrouve face à face avec ses anciens élèves. Celui qui est en tête le salue avec un sourire à faire peur. Le monde de Dante s'écroule, la couleur disparaissant de son visage en un instant. Le prisonnier incroyablement grand se penche, le saluant comme un vieil ami. Il lui rappelle nonchalamment le cours sur les patates douces comme si c'était hier. On dirait que ce plan de cours revient le hanter. Dante ne peut que bégayer en signe d'accord, son esprit luttant pour rattraper son retard. Parce qu'un visage comme celui-là, c'est impossible à oublier. Dante se souvient de la première fois qu'il a vu cette silhouette incroyablement grande. Il se souvient de l'ampleur tout à fait anormale des épaules de l'homme. Les autres détenus murmurent avec crainte, l'appelant Schuldejung. Dante réalise que c'est l'un des fameux épaules malades. On dirait que cette prison a un conseil étudiant. Le prisonnier connu sous le nom de la tour révèle un sourire inhumain terrifiant, puis le souvenir du massacre de la salle de classe revient en force. Il se souvient exactement de la façon dont cet homme a traité les gardes de sécurité. L'équipe tactique avait ouvert le feu, avec l'intention de tous les tuer, un souvenir brutal d'une tête de prisonnier explosant dans une giclée de rouge. Mais la tour avait non seulement survécu, mais avait retourné la situation contre ses bourreaux. Il se souvient du sourire sanglant des prisonniers, remettant en question le manque de manière des gardes. S'ils allaient apporter des armes à un cours, alors tous les paris étaient ouverts. Il a attrapé le canon d'un fusil entre ses dents, un exploit vraiment impossible. Avec l'arme serrée dans sa mâchoire, il s'est préparé à riposter avec une force inhumaine. Et en un clin d'œil, la salle de classe a éclaté dans un bain de sang. Il a utilisé leur propre arme contre eux, abattant toute l'équipe d'un seul coup. Le souvenir force Dante à se mettre à genoux, son corps tremblant de peur. Il lève les yeux vers le monstre devant lui, demandant pourquoi il était traqué. La réponse de la tour est effroyablement simple. Il est temps de poursuivre leur leçon. Mais il n'est plus intéressé par les patates douces. Il veut une vraie leçon cette fois. La tour sourit comme un maniaque, présentant 3 orbes bleus lumineuses comme sujet de leur leçon. Les autres prisonniers entrent dans une frénésie, scandant le mot Fog avec des yeux brillants. Dante ne peut que regarder, complètement perdu,
alors que les prisonniers célèbrent cette étrange substance brillante. Et puis un souvenir se met en place pour notre professeur terrifié. Il se souvient de l'étrange demande agressive de son camarade de cellule en classe. Il relie enfin le mot fog à ces étranges masses bleues palpitantes. Il demande ce que c'est, mais la tour semble sincèrement choquée par son ignorance. Le monstre l'attrape, furieux qu'un professeur de sciences puisse être aussi ignorant sur, eh bien, quoi que ce soit. Dante explique frénétiquement qu'il n'a jamais rien vu de tel, que cela ne fait partie d'aucun programme. Mais la tour révèle que les 6 épaules se sont réunies juste pour en savoir plus sur le fog grâce à lui. L'horrible vérité s'impose. Ils ne l'ont pas juste trouvé. Ils l'ont spécifiquement amené ici. Mais la tour ignore sa confusion, l'attrapant par la combinaison. Il pousse l'orbe lumineuse vers la bouche de Dante, décidant que la leçon va commencer maintenant. Notre garçon ne peut que regarder l'étrange objet palpitant, son esprit vide de terreur. La leçon commence par une alimentation forcée alors que l'orbe est enfoncé au-delà de ses dents serrées. Les autres prisonniers regardent avec des yeux vides et affamés, bavant comme une meute de goules. Dans un dernier acte désespéré, Dante repousse le géant en envoyant les orbes voler. Les orbes lumineuses rebondissent sur le sol et tout le réfectoire se tait. Chaque œil dans la pièce, brillant d'une lumière anormale, est maintenant fixé sur notre garçon. Il l'a vraiment fait maintenant. Un vieux prisonnier regarde le fog gaspillé, son visage un masque de désespoir total. Les prisonniers descendent comme une meute de loups se disputant les orbes tombés. Dante ne peut que regarder avec horreur, réalisant la gravité de son erreur. Le réfectoire éclate en une violente bagarre générale pour la précieuse ressource. La tour explique calmement qu'en cet endroit, tout le monde désire le fog. Il appelle cela une bénédiction des dieux, une substance plus précieuse que l'or. Un vieil homme parvient à avaler un morceau, et la foule se retourne contre lui avec fureur. Mais le vieil homme se tient droit, une étrange énergie bleue rayonnant de son corps. Les autres prisonniers, poussés par le désespoir, commencent à le déchiqueter. Ils lui déchirent la chair pour consommer le brouillard qu'il incarne maintenant. Pourtant, à travers le carnage, le vieil homme affiche un air de paix pure et béate. Cet endroit est officiellement dingue. Un prisonnier aux cheveux longs avec un sourire terrifiant se moque du chaos autour d'eux. Il explique qu'avec plus de brouillard, on peut acquérir une puissance incroyable, presque divine. La tour révèle la lueur bleue dans sa propre bouche, demandant si Dante est intéressé. Les dents de Dante claquent, la même énergie bleue parcourant maintenant son propre corps. Son système rejette violemment la substance alors qu'il s'effondre, vomissant sur le sol. Brisé et vaincu, notre garçon ne peut que pleurer, suppliant d'être renvoyé chez lui. La tour se dresse au-dessus de lui, complètement insensible à ses demandes de liberté. Dante hurle qu'il n'est qu'un professeur, pas un scientifique qui peut créer ce truc. Le prisonnier aux cheveux longs rétorque, citant un feuilleton télévisé comme source principale. Solide recherche. Dante craque finalement, hurlant qu'il n'est qu'un professeur de lycée, pas un génie. Le prisonnier aux cheveux longs se dresse au-dessus de lui, sa patience finissant par craquer. Il tranche à travers les excuses de Dante, demandant s'il est simplement incompétent. Ses espoirs s'effondrent. Il pensait que trouver le professeur était son billet pour devenir le chef suprême. Dans un accès de rage, il enfonce une lame imprégnée de brouillard dans sa propre gorge. L'énergie bleue se répand de sa bouche alors qu'il consomme son étrange pouvoir. Il retire l'arme en déclarant Dante une trouvaille complètement inutile. Les mots durs déclenchent un souvenir douloureux d'avoir été traité d'inutile. Il se souvient de ses parents, leurs yeux brillants remplis de déception académique. Ils l'ont réprimandé pour avoir terni le nom de la famille parce qu'apparemment, l'enseignement est pour les paysans. Et un jeune Dante demande tranquillement ce qui ne va pas avec le fait d'être enseignant après tout. Le souvenir coupe sur sa famille, discutant froidement de ses 6 années d'échecs scolaires. Leurs mots résonnent dans son esprit, un rappel cruel de toujours connaître sa place. Son père était un personnage célèbre, un homme respecté par le monde entier. Sa mère, un esprit juridique brillant avec un doctorat en droit. Même son frère était un prodige, un leader dans son domaine à un jeune âge, une famille de gagnants, apparemment. Dans sa propre salle de classe, Dante était quelqu'un, un enseignant respecté et admiré. Mais à la maison, il n'était rien, forcé de s'agenouiller devant le jugement de sa famille. Le souvenir d'une table de dîner silencieuse et suffocante clignote devant ses yeux. Son père avait remis en question l'étrange offre d'emploi d'une prison internationale, et son frère avait tout expliqué avec un sourire suffisant, un poste d'enseignement à l'ONU avec un excellent salaire. Son frère avait été ravi, qualifiant Fogland d'endroit génial pour les personnes les plus folles du monde. Mais même alors, la réponse de Dante était la même. Les gens y vivent après tout. Sa mère avait remis en question la décision, se demandant pourquoi il devait aller si loin. Et son père, une figure d'intimidation pure, avait exigé de connaître ses raisons. Dante ne pouvait que transpirer, complètement perdu quant à la raison pour laquelle ils étaient si opposés à cela. Il a essayé d'expliquer sa philosophie selon laquelle donner aux gens une chance d'apprendre était une noble cause. La réponse de son frère a été une giclée de vin rouge, une soudaine explosion de moquerie. Il avait joué la carte de la blague, une fausse excuse pour avoir renversé sa boisson. Quelle famille supportive. Mais ensuite, le sourire a disparu, remplacé par une froide conférence sur le manque de professionnalisme.
Son frère a tout de suite compris, qualifiant son choix de tentative pathétique d'être reconnu. Son frère l'accuse de simuler une noble mission juste pour se sentir important. Il prétend que Dante utilise simplement des choix étranges pour cacher sa propre incompétence. Dante ne peut qu'écouter alors que son frère feint de l'inquiétude pour sa folie. La voix de son père intervient, qualifiant son idéalisme de rien d'autre que d'insécurité imprudente, et qu'agir sur de tels sentiments est simplement la preuve de sa propre stupidité. Dans son souvenir, Dante ne peut qu'être d'accord avec leur évaluation brutale. Il accepte la vérité écrasante que son frère avait raison depuis le début. Le souvenir se brise, et de retour dans le présent, Dante hurle qu'il était un imbécile. Et pour ce choix insensé, le prisonnier aux cheveux longs rend son jugement. Dante est envoyé voler, convaincu que c'est là que son histoire se termine enfin. La voix de son attaquant résonne en maudissant cet endroit misérable et laid. Il continue de blâmer son sort sur un simple manque d'apprentissage. Mais la voix est celle de Dante, acceptant qu'il ait été le véritable échec depuis le début. Juste au moment où la lame tombe, une simple fourchette apparaît, bloquant le coup fatal. Les dents de la fourchette tiennent bon, dégoulinant du sang de l'attaquant. Son compagnon de cellule envoie le prisonnier aux cheveux longs voler avec une contre-attaque brutale. Il écrase la tête de l'homme contre un pilier de béton avec une force terrifiante. Dante ne peut que regarder, éclaboussé de sang, alors que son compagnon de cellule prend le contrôle. Le prisonnier aux cheveux longs hurle alors que son attaquant se prépare à porter le coup final. Il rage, remettant en question le pouvoir de son adversaire alors qu'une main se referme sur son visage. Le bras de son compagnon de cellule se transforme en un tourbillon de vrille ressemblant à des fouets sombres. Les yeux du prisonnier aux cheveux longs s'écarquillent d'agonie, son propre pouvoir étant inutile. Dante regarde l'étalage brutal, son visage étant un masque de terreur éclaboussé de sang. Le prisonnier masqué atterrit, ses yeux brillants fixés sur son adversaire vaincu. La salle à manger est laissée en ruines sanglantes, jonchée des corps des morts. Son compagnon de cellule se tient au-dessus du carnage, un tatouage massif couvrant son dos. Ailleurs, une nouvelle équipe de prisonniers aux yeux brillants se rassemble autour de Moto. Leur chef, un homme imposant avec un tatouage de crâne, annonce leur arrivée à Tofu Village. Sérieusement, Tofu Village. Avec un rugissement de moteur, le gang déchire les rues désolées de la prison. Il s'enfonce plus profondément dans la jungle de béton, disparaissant dans la brume sans fin. Dante et son compagnon de cellule s'éloignent du carnage, un nouveau partenariat étrange se formant. Ils portent de lourds sacs, et Dante lutte sous le poids, demandant ce qu'il y a à l'intérieur. Demandant enfin un nom, Dante reçoit une réponse étrange et troublante, un bras. Dante n'arrive pas à y croire, mais son compagnon de cellule confirme que c'est son seul nom. Trouvant ce nom peu civilisé, Dante décide de s'en tenir au numéro de prisonnier. Il insiste, questionnant le masque, ses crimes et comment il a fini dans cet enfer. La réponse du prisonnier est énigmatique et glaçante, il a toujours été ici. Dante est complètement déconcerté par cette affirmation impossible. Son compagnon de cellule inverse les rôles, demandant pourquoi un professeur pose autant de questions. On lui dit qu'il parle trop et qu'il est trop bruyant, et on lui ordonne finalement de se taire. La première règle du Fogland Club, je suppose. Le soleil frappe les ruines désolées de la ville-prison. Les chaussures de ville de Dante s'arrêtent enfin sur le béton craquelé. Il s'effondre sur le sol, complètement épuisé et se plaignant de la faim. Après 2 heures à tourner en rond, il demande désespérément à quelle distance se trouve la sortie. La réponse de son guide est un aveu désinvolte qu'il n'a aucune idée d'où ils vont. Dante explose, furieux qu'ils aient erré sans but pendant tout ce temps. Il pique une crise de colère exigeant de la nourriture ou un tour sur le dos. Il n'est pas au-dessus d'un peu de chantage. Mais son compagnon de cellule répond en s'effondrant aussi dramatiquement sur le sol. Dante ne peut que fixer, complètement déconcerté par cette étrange démonstration de solidarité. Il rampe, demandant ce que diable son soi-disant guide est en train de faire. Il appelle le numéro de son compagnon de cellule, sa voix chargée d'une panique soudaine. La propre épuisement de Dante est oublié, remplacé par un regard d'alarme sincère. Les yeux du prisonnier sont grands ouverts d'agonie, une seule larme s'échappant de sous son masque. Il secoue les épaules de l'homme, essayant désespérément d'obtenir une réponse. Dante jette un coup d'œil aux ruines désolées, le silence se faisant soudainement plus lourd. Sa voix baisse à un murmure, suppliant la silhouette inconsciente de ne pas le laisser seul. Le désespoir se transforme en un rugissement frénétique alors qu'il essaie de ramener son guide à la vie. Alors qu'il crie, une minuscule créature ailée jaillit soudainement de la poitrine du prisonnier. Et à sa place, une bête massive et sombre s'écrase devant lui. Pourtant, au lieu de la terreur, un étrange sourire presque soulagé se répand sur le visage de Dante. Une nouvelle silhouette émerge des ombres, tendant la main vers notre professeur terrifié. L'esprit de Dante revient à la réalité, son soulagement étant remplacé par une pure confusion. L'étranger lui touche doucement le visage, remarquant que Dante a l'air d'une personne normale. Complètement déconcerté, Dante ne peut que balbutier des excuses nerveuses. L'homme sourit, expliquant qu'il a entendu le bruit et est venu voir ce qui n'allait pas. La scène se déplace vers une cuisine de fortune crasseuse, une petite poche de civilisation dans les ruines. Dante se penche sur un bol, mangeant enfin alors qu'il déchire un morceau de pain. Une voix le réprimande doucement pour avoir mangé si vite,
une préoccupation étonnamment parentale. Ses nouveaux hôtes, un homme aux cheveux hérissés et un compagnon aux cheveux bleus, lui assurent qu'il y en a plus. Submergé de gratitude, Dante les remercie, croyant avoir enfin trouvé des gens normaux. L'homme aux cheveux hérissés se présente comme Rambaton, et son ami Éliché. Dante se présente, soulagé d'avoir enfin une conversation normale. Il est encore plus surpris de voir une femme parmi la population de la prison. Mais Rambaton remet en question son hypothèse avec humour, laissant Dante confus. Lichi explique qu'elle s'est coupé les cheveux pour éviter de se faire remarquer dans un endroit comme Tofu Village. Rambaton révèle qu'ils viennent de l'intérieur, un endroit où la structure de la prison s'effondre. Il demande si le centre est rempli de gens normaux, mais apprend que Tofu Village est pour les parias. La conversation se tourne vers le brouillard, Rambaton demandant si Dante est nouveau dans ce domaine. Dante clarifie enfin sa situation, expliquant qu'il n'est pas réellement un détenu. Avec un regard de désespoir, il avoue la vérité. Il a été kidnappé. Dante explique qu'il a été kidnappé par l'homme même qui s'est maintenant effondré sur le lit. Rambaton n'arrive pas à y croire, remettant en question la logique d'être kidnappé à Fogland. L'horrible vérité se fait jour. Il était la cible de l'opération d'enlèvement de professeur. Notre garçon est complètement perdu, demandant comment il pouvait être au courant. Rambaton explique que c'était un complot bien connu des forces de l'ordre pour s'assurer de la leçon pour eux-mêmes. Il est impressionné de rencontrer la star du spectacle, mais demande toujours prudemment si Dante est un espion. Liché intervient, notant que son compagnon de cellule ne ressemble pas à un des exécuteurs. Et ainsi, Dante révèle la raison absurde de son enlèvement, une leçon sur la culture des patates douces. L'absurdité de tout cela envoie ses nouveaux amis dans un accès de rire incontrôlable. Dante force un sourire à travers ses larmes, juste soulagé de trouver des gens qui peuvent encore faire preuve de sympathie. Lichi dit doucement à Rambaton d'arrêter, soulignant que son rire fait pleurer Dante. Rambaton demande s'il est captif, mais Dante précise qu'il voyage simplement avec un garde du corps de fortune. Il explique que son guide ne l'a pas attaqué mais s'est simplement effondré de ce qu'il suppose être un coup de chaleur. Mais Liché le corrige, donnant à la condition un nom qui lui donne froid dans le dos, les limbes. Elle explique que c'est un type de symptôme de sevrage, une envie de la seule chose qui fait tourner cette prison, le brouillard. Elle lui rappelle les prisonniers catatoniques dans les rues, tous victimes de la même affliction. Bien qu'ils puissent se rétablir, des retraits répétés finiront par faire complètement dépérir leur esprit. Dante pose enfin la question qui le hante depuis l'émeute de Shoal. Qu'est-ce que c'est exactement, le brouillard? Ses nouveaux amis ne peuvent que le regarder en silence, incapables de croire son ignorance. Un vrai poisson hors de l'eau, celui-là. L'expression de Dante le confirme. Il n'a vraiment aucune idée du genre d'enfer dans lequel il est tombé. Rambaton explique que le brouillard est un médicament divin, une substance qui accorde le talent. Il peut réveiller un potentiel caché ou vous donner un pouvoir que vous avez toujours désiré. Dante remet en question la possibilité, mais Rambaton insiste sur le fait qu'il vous permet de transcender les limites humaines. Lui et Liché se tiennent ensemble, déclarant leur plan d'utiliser ce pouvoir pour s'échapper. La nouvelle laisse Dante complètement stupéfait, le concept d'évasion devenant soudainement réel. Ailleurs, une nouvelle silhouette avec un énorme tatouage dans le dos se tient dans l'ombre. Son ombre se projette sur une cellule désolée, sa présence remplissant la pièce vide. Il marmonne, convaincu que sa cible n'a pas pu aller bien loin. Il confirme son objectif, certain que le professeur est toujours à sa portée. Et dans une autre partie de la prison, un monstre appelé le mangeur d'os se tient au-dessus de sa dernière victime. On dirait que le quartier devient difficile. Rambaton explique que le village Tofu est dirigé par 3 figures monstrueuses, à commencer par celui qu'on appelle Nymphas. Le deuxième est une bête massive connue sous le nom de Fuzzyback, un maître des corbeaux de la prison. Et le troisième est la terrifiante tête de foreuse, un chef parmi les parias. Ces 3-là sont les rois incontestés du village Tofu, la loi dans ce pays sans foi ni loi. Mais Rambaton et Liché ont un plan pour utiliser le pouvoir du brouillard pour enfin se libérer. Le mot évasion frappe Dante comme une tonne de briques, une possibilité qu'il n'avait jamais osé imaginer. Ses nouveaux amis l'invitent officiellement à rejoindre leur cause, lui offrant une issue. Mais au moment où l'espoir commence à poindre, son esprit de suranalyse se met en marche. Il refuse poliment, insistant sur le fait que sa priorité en tant que civil est de trouver les gardes. Béni soit son cœur naïf qui suit les règles. Il sait qu'aider les prisonniers à s'échapper ferait de lui un criminel, et c'est une ligne qu'il n'est pas prêt à franchir. Rambaton explique la conséquence brutale de l'échec, une disparition violente et permanente. Dante écoute, comprenant que si leur plan d'évasion échoue, il cessera simplement d'exister. Personne de l'extérieur, pas même les autorités, ne viendra jamais les chercher. La vérité fait son chemin. Fogland est un endroit que le monde a choisi d'oublier complètement. Lichi le met ensuite en garde contre la dépendance au brouillard, un sort qui attend quiconque fait un faux pas. Dante panique, insistant sur le fait qu'il ne touchera jamais à cette substance, certain d'être immunisé contre ses effets. Il est si près de comprendre, et pourtant si loin. Mais Rambaton lui dit que ce n'est pas un choix, lui demandant s'il a remarqué l'air lui-même. Il révèle l'horrible vérité. La brume qui recouvre cette ville est faite de particules de brouillard. Le monde de Dante s'effondre lorsqu'il réalise qu'il respire cette drogue depuis le début.
Le brouillard, la substance même qui confère un pouvoir impossible, est dans chaque respiration qu'il prend. Rambaton explique que la manifestation d'un talent nécessite une quantité massive de brouillard, mais il précise que la dépendance est un processus beaucoup plus simple et insidieux. Les particules dans l'air sont plus que suffisantes pour vous rendre accro. À chaque respiration, la substance s'infiltre dans vos poumons, s'enracinant dans votre corps. Elle crée une envie constante et lancinante qui pousse les gens à la folie, une faim qui ne peut être satisfaite qu'en consommant de plus en plus de brouillard. L'horrible réalisation frappe enfin Dante alors qu'il se couvre la bouche sous le choc. Rambaton prévient que sans un approvisionnement régulier, vous finirez par tomber dans les limbes. La voix de Dante tremble lorsqu'il pose l'inévitable question « Est-il déjà accro ?» La réponse est écrite sur son visage. Notre garçon est bel et bien foutu. Dante essaie désespérément de rationaliser en insistant sur le fait qu'il doit encore y avoir une chance pour lui, mais Rambaton explique que les limbes ne sont que le début d'une descente beaucoup plus sombre. Il avertit que bien que la tolérance de chacun varie, le temps presse pour eux tous. La voix de Dante se brise lorsqu'il demande si l'évasion est encore possible maintenant qu'ils sont tous accros. La réponse de Lecce est directe et brutale, confirmant que, oui, ils sont tous complètement foutus. Elle ajoute que dans l'histoire de cet endroit, personne n'a jamais été connu pour en sortir vivant. Eh bien, c'est une nouvelle fantastique. Mais l'esprit de Dante s'accroche à la logique, espérant qu'un antidote pourrait être fabriqué si la vérité éclatait. Rambaton et Lecce échangent un regard, révélant une promesse qu'ils se sont faite, une vision d'un avenir ensemble, une vie de liberté sous un ciel bleu clair. Dante ne peut que les fixer, réalisant que leur lien et leur espoir sont indéniablement réels. Ils embrassent leur rêve commun d'évasion, une force tangible et puissante. Mais de l'ombre du lit, une paire d'yeux brillants les observe. Le sang de Dante se glace lorsqu'il réalise que leur conversation n'était pas privée. Ses nouveaux amis se figent, leurs expressions d'espoir remplacées par la peur. Le prisonnier masqué se redresse lentement, sa présence remplissant la pièce de tension. L'esprit de Dante s'emballe, réalisant que son marché de patates douces est maintenant complètement inutile. Il évalue ses options, se demandant si cette créature se retournera contre eux pour avoir tenté de partir. Un éclair de violence remplit son esprit, le souvenir de ce dont cet homme est capable. Le prisonnier se lève du lit, son mouvement lent et délibéré. Mais au lieu de la violence, il se contente de brandir une patate douce, demandant s'il peut y aller sans danger. Les priorités, je suppose. Lecce appelle Dante en remarquant sa peur soudaine et accablante. Elle demande calmement pourquoi il a si peur, sous-estimant complètement l'homme devant eux. Rambaton rejette le prisonnier comme un zombie de brouillard inoffensif, inutile jusqu'à sa prochaine dose. Soulagé, Dante propose de gérer la situation lui-même, essayant de protéger ses nouveaux amis. Mais le bras du prisonnier se gonfle soudain d'une force impossible et terrifiante. Il attrape Rambaton par la gorge, lui demandant nonchalamment s'il devrait simplement le tuer maintenant. Ses yeux brillent d'une froide fureur, une promesse silencieuse de violence absolue. Rambaton ne peut que le regarder, sa confiance brisée par la puissance brute affichée. Dante réalise que ses nouveaux amis ont fait une erreur de calcul catastrophique. Il se précipite, attrapant le bras de son compagnon de cellule et le suppliant désespérément de s'arrêter. Dante intervient rapidement, assurant à son compagnon de cellule qu'il n'y a pas besoin de meurtre. La situation étant désamorcée, il annonce à tout le monde qu'il s'en va. Il dit à son compagnon de cellule que leur partenariat est terminé et qu'il est temps de se séparer. Mais la seule préoccupation du prisonnier est la leçon oubliée de la patate douce. Priorité, mec. Voyant une opportunité, Dante prend la patate douce de sa main. Il ordonne à Lecce de remplir une tasse d'eau, se préparant pour sa dernière conférence. Il place le légume dans l'eau, le présentant avec l'autorité d'un enseignant. Il explique le processus simple, ajoutant qu'il aura besoin de beaucoup de soleil. Dante tapote le dos de ses compagnons de cellule, les exhortant à emmener leur nouvel ami à l'extérieur. Mais le prisonnier admet qu'il ne connaît pas le chemin, et Dante avoue qu'il ne le connaît pas non plus. Dante panique, criant à Rambaton de se débarrasser de son compagnon de cellule afin qu'il puisse se joindre à leur évasion. Lecce et Rambaton échangent un regard de sombre détermination, prêts à affronter ensemble n'importe quel danger. Dans le chaos, la patate douce et le verre d'eau sont renversés. La leçon est abandonnée, une flaque d'eau s'étendant sur le sol fissuré. Mais Rambaton s'effondre soudainement, tombant le visage le premier sur le béton froid. Il lève lentement la tête, son expression n'est pas de douleur, mais de tranquille contemplation. La caméra s'attarde sur la patate douce tombée, qui ressemble maintenant à une victime tragique dans tout cela. Une lumière bleue jaillit dans l'œil de Rambaton, l'énergie indubitable du brouillard. Un souvenir revient en arrière, le montrant, lui et Lecce, regardant une télévision remplie de parasites. Lecce explique que les chats et les chiens sont des animaux, tout comme les corbeaux qu'il voit tous les jours. Elle les décrit comme des créatures mignonnes et duveteuses qui comprennent les ordres et viennent quand on les appelle. Un jeune Ramboutan écoute, son cœur étant décidé à élever un jour un chiot. Il se promet qu'il en aura un jour, une fois qu'il aura enfin atteint l'extérieur. De retour dans le présent, il tend la main vers la patate douce tombée, symbole d'un rêve beaucoup plus petit. Dans un murmure, il ordonne aux légumes de venir à lui comme un animal de compagnie fidèle.
Ailleurs, une règle est maintenue, mesurant une distance d'exactement 20 cm. Deux nouveaux prisonniers confirment la mesure, choqués que le pouvoir de Rambaton ait réellement fonctionné. Mais leur expérience est interrompue par la vue d'une silhouette brutalisée à proximité. Un monstre massif tient le corps, un avertissement sinistre pour quiconque essaie de s'échapper. On dirait que la surveillance de quartier est un peu intense. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.